Bonjour Frédéric Desrosiers. Bonjour. Vous êtes député du Val-de-Marne, député de La République En Marche. Les courbes de montée en puissance de l'épidémie de coronavirus sont exactement les mêmes en Chine, en Corée, en Italie et en France. Pas au même stade, bien sûr, mais avec les mêmes pentes. Jusqu'à quand est-ce qu'on pense pouvoir éviter en France ce qui s'est produit en Italie, c'est-à-dire le confinement généralisé? En fait, ça dépend des systèmes de santé. C'est-à-dire que les différentes mesures qui sont prises sur les différents pays du monde ne disent pas grand-chose du virus lui-même, mais disent quelque chose des sociétés et de leur système de santé, en fait. Nous avons le meilleur système de santé au monde. Oui, je le pense. Et comme l'expliquait le ministre Olivier Véran, la question, c'est celle de la saturation des personnes à hospitaliser. Je rappelle que ce virus, il faut quand même le rappeler, si vous l'attrapez, vous ou moi, on a 9 chances sur 10 d'avoir les symptômes d'une grippe ou d'un gros rhume. Pour un peu plus de 6-8%, on sera hospitalisé mais guéri. Et en fait, le meilleur obstacle finalement à cette courbe, à l'épidémie, donc la façon dont on va atteindre un plafond, ce qui arrive en Chine, c'est toutes les personnes qui ont été contaminées et qui sont guéries. En fait, c'est comme si elles étaient vaccinées. Ouais. Donc en fait, ces courbes, à quoi il faut veiller, c'est que le stade, on va rentrer en phase 3 là, c'est une question d'heure ou de jours. Avant les municipales ou après? Il y a des chances que ça soit... De toute façon, ça n'a rien à voir avec les municipales. Quand on est confiné, qu'on ne peut plus circuler, le traitement à l'italienne, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer des élections municipales en Italie avec le traitement à l'italienne. Tout à fait, traitement italien. Bon. Mais je ne suis pas certain que la phase 3 en France va se traduire par ce confinement. D'ailleurs, je ne pense pas. Ça va être le stade où, en fait, on va hospitaliser beaucoup plus et lever le pied sur la stratégie qui consiste à freiner la propagation. Donc ce stade-là, c'est simplement le moment où on se dit sur l'ensemble du territoire, on a autant de chances de l'attraper, enfin autant de risques de l'attraper. Autant de risques, plutôt, c'est des chances statistiques, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc je ne pense pas qu'on en arrivera, je pense pas qu'on en arrivera à ce stade de l'Italie, qui a craint pour la saturation de ses hôpitaux, en particulier du Sud, et qui a pratiquement confiné tout le Nord pour protéger ce qu'ils ont comme dispositif de santé dans le Sud. Nous, ça ne va être pas le cas, c'est plus homogène. Et donc on sait à peu près quel est le palier au-delà duquel on aura un système de santé saturé. Et on a tout fait pour retarder cette... Étaler ce pic, éviter que ce soit, disons, un pic pointu, et que ce soit plutôt une courbe en forme de colline. Tout à fait. Pour dire les choses simplement. Les mesures économiques, ou en tout cas l'impact sur la vie économique de cette crise du coronavirus, cet impact est déjà considérable. Est-ce qu'il faut prendre des mesures tout de suite économiques et sociales? Absolument. Des mesures budgétaires en réalité, puisque les taux sont très bas. On ne peut pas attendre de la BCE qu'elle les baisse encore. Il faut faire quoi? Ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, les rassurer. Là, je salue la simplicité assumée par le ministre de l'économie. Une entreprise aujourd'hui, c'est par mail. Vous pouvez dire, voilà, je suis en difficulté, les charges, les paierai dans 6 mois, bonne journée. C'est pratiquement ça qui est en train de se passer et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rassurer les chefs d'entreprise, pour leur dire, on va vous accompagner. Les mesures d'accompagnement du chômage partiel, ce qu'a fait l'Allemagne en 2008, en réalité d'ailleurs beaucoup plus, avec une bien plus grande ampleur que dans d'autres pays. Là, c'est peu licenciés et beaucoup de chômage technique ou à temps partiel. Oui. Donc là, Muriel Pénicaud a annoncé que l'horaire compensatoire qu'a assumé, ça serait celui du SMIC, donc ça a été relevé. S'il faut aller plus loin, il faudra aller plus loin pour rassurer les secteurs les plus touchés, restauration, hôtellerie, spectacle et culture, puisque là, c'est vraiment des secteurs qui sont très qui souffrent beaucoup. Donc les mesures budgétaires dont vous parlez, c'est un décalage dans le temps du paiement des charges sociales, par exemple? Exactement. Une prise en charge par l'État des mesures de chômage partiel pour ne pas renvoyer le chômage. J'entends ce que réclament les syndicats du décalage de ce qui a été prévu pour l'assurance chômage. Dans un premier temps, oui, bien sûr que ça a un sens. Dans un premier temps, qui est l'accompagnement du chômage partiel pour les secteurs les plus touchés, il faut le faire. S'il faut aller plus loin, il ne faudra pas hésiter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut décaler dans le temps sur l'assurance chômage? Le dispositif généralisé, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ce qui a été pris, c'est le chômage partiel sur les secteurs les plus touchés. S'il y a une mesure, parce que ça relève un petit peu de la même chose, les syndicats disent différer ce que vous avez prévu pour l'assurance chômage, la ministre du Travail et la ministre de l'Économie disent de toute façon, on va accompagner le chômage partiel des entreprises pour pas qu'il y ait de licenciements. Ce sont des bonnes mesures. S'il faut aller plus loin au moment plus fort de l'épidémie, il faudra ne pas hésiter. Les syndicats, justement, demandent également le report du projet de loi de la réforme sur les retraites. Ça a un sens, ça aussi? Là, pour le coup, non. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. La réforme des retraites, on prévoit qu'elle entre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, opportunisme des syndicats? Probablement de certains d'entre eux. Il n'est pas question que le Parlement diffère ses travaux. Là, ça tombe pas mal. On est en suspension cette semaine et la semaine prochaine. Élection municipale oblige. Tout à fait.
Et puis on reprendra après un rythme normal sur le calendrier prévu. Je reviens sur les mesures budgétaires. Est-ce qu'il faut une relance en bonne et due forme? Peut-être, et si c'est le cas, il faudra que ce soit au niveau européen. Là, l'Union européenne a réservé une enveloppe de 25 milliards. Oui, je crois. C'est ça. Donc, c'est un coup de pouce. C'est pas énorme sur un marché de 450 millions avec le PIB de l'Union. Donc, à un moment donné, s'il doit y avoir une décision, et je le souhaite, du Conseil européen d'aller plus loin, il ne faudra pas hésiter parce qu'en fait, là, ça va être 10 fois pire. Si on diffère les mesures, qu'on attend que la crise soit trop grave, ça sera 10 fois pire à rattraper que de s'y prendre tout de suite. Nous allons faire ça avec quel argent? Je veux dire, on est quasiment à 100% de dette par rapport au PIB. Le gouvernement n'a pas rempli les promesses du candidat Macron sur la lutte contre les déficits. Oui. Voilà, nous avons été cigales. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'hiver sera venu? Alors, écoutez, sur cette question-là, il y a une chose qui me préoccupe, c'est qu'on n'est pas en croissance nominale entre 3 et 5 points. Il devrait y avoir de l'inflation. Et je pose la question à les économistes que je rencontre, parce que je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de pression maintenue sur les salaires et sur les prix? Et même quand les salaires augmentent, ce qui est le cas des cadres en réalité depuis quelques années, les entreprises continuent d'écraser leurs marges, ce qui n'est pas très sain. Il devrait y avoir une libération. Ça devrait se traduire par un petit peu une surchauffe. Avec 4 à 5 points de croissance nominale, la dette va mécaniquement baisser. Oui, donc, vous me répondez, technique, économique, et tout votre raisonnement se tient très bien. Comment fait-on? C'est très simple. Nous n'avons pas à lutter contre les déficits publics. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut relancer. Avec quel argent? Est-ce qu'il faut lâcher? Il faut lâcher. Il faut lâcher les 3%. Dans ces contextes. Il faut lâcher les 100%. Exactement. Nos limites. Les 3%, nos limites peut-être pas, mais en tout cas, oui, relâcher les 3% dans le contexte actuel, c'est certain. Et penser les choses à 4-5 ans et pas annuellement. Il y a quand même un enjeu, permettez-moi de vous le dire, sur ce que nous votons au niveau du Parlement. Nous absorbons à chaque année toutes les dépenses, quelle qu'en soit la nature. Je prends l'exemple du Grand Paris. C'est des dizaines de milliards d'investissements à 30 ans. On les couvre comme si c'était des charges de fonctionnement année par année. Ça peut être le moment. Frédéric, vous êtes en train de m'expliquer que les 3% représentent des choses qui pourraient ne pas être dans ce calcul, etc. Tout à fait. Les autres pays, la majorité des pays européens, sont soit à l'équilibre, soit en très léger déficit. Nous sommes les seuls, je crois, avec l'Espagne désormais, à être à un déficit public de 3%. Est-ce que nous n'avons pas eu tort de ne pas faire le travail pendant que l'été était là? Nous avons commencé ce travail. Ça a démarré avec la crise des Gilets jaunes. Vous êtes dur, parce que nous avons quand même fait des efforts. Le choix qui a été fait, que j'assume parfaitement, ça a été de privilégier le revenu des actifs, la relance de l'économie par la lutte contre le chômage et par l'emploi. C'est un choix qui a été fait et qu'il faut continuer à assumer. S'il est vrai que ça diffère à ce que nous avions prévu de réduction du déficit. Mais j'insiste, ces 3%, qu'il y ait un accord européen pour en sortir les dépenses d'investissement, en tout cas certaines d'entre elles, et notamment les dépenses publiques dans l'infrastructure. S'il n'y a pas d'accord, de toute façon, dans un contexte dangereux comme celui que nous avons aujourd'hui, oui, il faut lâcher, c'est certain. La République En Marche est menacée dans son unité, en tout cas comme groupe parlementaire. Un certain nombre de projets de scission sont menés par tel ou tel député en rupture de banc avec votre parti. Il faut empêcher ça? Non. Les députés sont libres. Je ne le crains pas. Même si vous perdez la majorité absolue? La majorité absolue, elle sera de toute façon assurée. Entre La République En Marche et le MoDem, je ne crains pas pour la fin du quinquennat. Donc même pas peur? C'est pas même, oui, même pas peur dans un certain sens, au sens où on ne va pas mettre un flingue sur la tempe des députés en disant tu appartiens à un groupe, il faut que tu y restes. Nous sommes tous libres, la ligne rouge n'est pas la même pour tout le monde. J'ai des collègues dont je comprends les motifs qui disent moi je ne me reconnais plus complètement dans ce dispositif et je prends ma liberté. Et la question d'avoir un groupe qui se constitue à l'intérieur du groupe La République En Marche, je vais vous dire, il en est question depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Donc c'est mieux d'avoir un groupe à l'extérieur plutôt que des frondeurs à l'intérieur? Non, c'est pas mieux ni moins bien. Simplement, j'insiste sur le fait que les députés sont libres. S'ils veulent faire un groupe, là où je trouve que ça n'a pas de sens, ça a même quelque chose d'un peu pathétique, c'est qu'il y en a déjà 8, il y en aurait un 9e. En fait, 15, ce qui a été voté sous Hollande, groupe parlementaire. Ouais. Il faut être 15 députés pour en faire un, c'est beaucoup trop peu. Il faut ça avait été fait pour permettre aux communistes d'avoir un groupe. Aux Verts, je crois, sous Hollande. Il me semble que ça a été fait pour que les Verts aient un groupe. Mais c'est trop peu, il faudrait le relever, ce seuil. Et donc, aujourd'hui, vous ne découragez pas ceux qui veulent partir de La République En Marche? On en discute. Moi, je le conteste. Je continue d'être solidaire et je pense qu'il faut l'être tout debout. Maintenant, je ne me permets pas de juger. Pas juger, être solidaire. Merci Frédéric Descrozaille. Merci à vous.